Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du monde. Une édition que nous ouvrons par ce fait de société. 2 adolescents trouvent la mort hier après-midi au quartier Bonamoussadi. Nous sommes là dans le 5e arrondissement de Douala. Ce jour, nos reporters sont descendus sur le terrain, Patrick Ngouagnan et Patrice Foucault, pour aller en savoir davantage autour des circonstances de ce drame qui laisse dans l'émoi et la consternation toute une famille éplorée. Les pleurs d'un grand-père inconsolable qui vient de perdre ses petits-fils, 2 au total, ici à Bonamoussadi, au lieu du Carrefour lycée, dans l'arrondissement de Douala 5e. Quand je rentre vers 13h, je suis en roulage, je trouve une chemise cousue comme ça. Je dis ça peut plaire à mon fils. Au lieu de voir la vie avec ça, je préfère l'acheter qui porte. J'achète ça. J'arrive ici, je dis papa, je t'ai gardé, va ta chemise. Les enfants disent, papa, tu m'as loupé un peu la quoi. On m'a loupé un peu la quoi, j'ai mangé. Après, je dors. C'est quand les enfants vont me réveiller, ils me disent que Loué est mort. Je dis que Loué est mort. J'ai trouvé Loué ici à midi, il est mort comment? On dit qu'il est mort. C'est comme ça que quand je me levais, je trouve qu'on amène le corps ici à la maison. Moi, je me suis dit, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est tout. Après, je reste un moment, on me dit que notre fille est morte de l'autre côté. Tu ma fille. Sa fille. Oui, tu ma fille. On dit qu'elle est aussi morte. Papa, c'est comme ça que ça s'est passé. La grand-mère des enfants, vendeuse d'avocats, refuse la thèse d'un empoisonnement de suite de consommation de ce fruit tropical, très prisé dans nos contrées. La mère de l'autre défunt a mangé aussi. Le grand-père, il a mangé. À peine 30 ou 15 minutes, on m'appelle que l'enfant a mal au ventre. J'ai mangé la grande quantité même. À 30 minutes, on me dit que l'enfant est en train de pleurer son ventre. Dès que j'entre, je trouve l'enfant couché. Je l'amène à l'hôpital en cours de route, il est décédé. C'est moi qui vends l'avocat. Je n'ai pas acheté ailleurs. C'est la première fois que tu manges l'avocat. Je vends l'avocat depuis 25 ans. Et tout se passe le temps qu'à manger l'avocat. L'autre vient prendre. Je veux l'avocat. Ce n'est pas l'avocat qui a tué mes enfants. Ce n'est pas l'avocat qui a tué mes enfants. Oh, Seigneur Jésus. Rendu au centre de santé qui a accueilli la dépouille des 2 enfants, les médecins en service nous rassurent sur le cas des autres enfants de la maison hospitalisés ici. La situation de l'enfant est stable. L'enfant est d'abord arrivé stable. C'était beaucoup plus l'inquiétude des parents, vu qu'il y a eu 2 décès. Donc il était question pour nous de rassurer la famille et de voir si l'enfant n'a pas aussi des facteurs de risque ou autres. Donc l'enfant est stable, il n'y a pas de souci. Quand nous quittions les lieux de ce triste décès, l'atmosphère était toujours morose et les supputations allaient bon train pour trouver les causes de ce drame. Nous parlons toujours d'un fait de société, mais cette fois-ci dans la localité de Ndjombe, où il est question d'une affaire de main coupée. Les langues se délient plusieurs jours après et la vérité transparaît finalement autour de cette affaire. Parfait Tala, 19 ans, puisqu'il s'agit de lui, s'est vu couper ou amputé du bras gauche à l'issue d'une bagarre, d'une extrême violence. Retour sur les faits de cette rixe. Patrick Ngouagnan et Jamil Lonta. Parfait Jonté Noutala, 19 ans, élève au lycée technique de Ndjombe, ici en image, a perdu sa main gauche au cours d'une bagarre sans précédent au quartier Kompita. Un des témoins de la scène raconte. Quand le fouettait, ça l'a énervé. Quand le gars est venu pour lui demander les excuses, le gars aussi était dans les tensions. Il a pris une pierre, il a codé sur la tête de l'enfant. C'est comme ça que les enfants là sont montés dans les mots. Ils ont commencé à bagarrer, on a séparé. Principalement moi et ma soeur, on a séparé la bagarre bien. Et puis, pas ma grande, c'est pourquoi les enfants sont partis, sont revenus avec les armes, les boudins, les pelles, les machettes, en groupe.
Ils se sont placés juste au carrefour là. Quand ils sont placés au carrefour, moi je ressors dans ma vente à porter, je pose la question, je dis non. Ce n'est pas ça, ne faites pas ça les enfants, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Quand je parlais comme ça, ils ont ramassé encore les cailloux. Ils m'ont même visé les cailloux, ils ont commencé à viser les grosses pierres, les grosses cailloux. Alors là où les gars ont dit que toi tu es qui, non, laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille, donc ils étaient déjà dans la bagarre. C'est comme ça qu'ils ont commencé à chercher, à fouetter, à lancer les cailloux. Elle a ramassé le bâton pour taper aussi. Alors quand le bâton, le caillou de l'autre est tombé, c'est en ramassant le caillou que l'autre aussi est venu, un enfant du quartier, compris à deux A. La main. Il a ramassé sa main, il est parti. La mère de la victime, près d'une semaine après l'incident, est encore sur le choc. Le vertige qui lui menace tellement. La nausée également qui lui menace tellement. La faiblesse, il est totalement fatigué. Une amie aussi de classe qui m'appelle, qui me dit, est-ce que tu as appris les nouvelles? J'ai dit non. Il dit non, on a coupé le bras de ton fils. L'enfant a perdu son membre jusqu'à se tomber. Il a ramassé et à un niveau, il est quitté sur la moto, tombé au goudron. Même le bras est calé. On lui est dirigé, on lui est bâché pour l'hôpital. C'est un genre de meurtre. Ça m'a mis dans... Ça m'a enlevé, ça a anéanti mes systèmes nerveux, si bien que j'ai moi perdu connaissance. Il a perdu énormément de sang. Le jeune parfait John Tenutala, sur son lit de convalescence, regrette les actes posés ce vendredi 23 avril sanglant et à jamais inoubliable. Je n'ai plus jamais fait le work que j'ai fait. Et que si au hasard quelqu'un vous cherche des problèmes, il faut leur demander de laisser. Il faut savoir parvenir. Et je conseille aux jeunes que la violence n'est pas bien. Rendu au lycée technique de Njombe, le délégué régional des enseignements secondaires est porteur d'un message de paix et de solidarité. Donc nous sommes là parce qu'il nous a été rapporté qu'un de vos camarades de lycée a perdu son bras vendredi. La violence vient donc de faire en sorte que un élève, je crois de génie civil, a perdu son bras. Est-ce que lorsqu'un maçon perd son bras, il peut encore avoir toutes les aptitudes pour travailler? Par exemple, il y a la bagarre et l'enseignant et le surveillant général ou le surveillant du secteur, et que chaque fois qu'il y a un acte violent, informez l'administration. Mais surtout, pensez à votre avenir. Pensez à tout l'investissement que vos parents font pour que vous soyez en tenue, pour que demain, vous soyez ceux qui vont construire ce pays. Le proviseur du dit lycée tient lui aussi à préciser que les violences ainsi décriées se sont déroulées au quartier et non au sein du lycée technique de Njombe, comme relayé sur les réseaux sociaux. Le vendredi, et c'est aux alentours de 17 h que j'ai reçu un coup de fil disant qu'un de nos élèves aurait été coupé. Il semblerait qu'il y aurait eu une bagarre au quartier et c'est à l'issue de cette bagarre que cet élève de 4e année maçonnerie a été amputé. Donc rien ne s'est passé au lycée technique de Njombe-Pindia. Les jeunes, auteurs de ces violences, sont encore en fuite, mais plus pour longtemps, puisqu'une chasse à l'homme est ouverte et diligentée par le commissariat de Njombe. Affaire à suivre. Et puis toujours dans le chapitre des faits de société, la guerre des clans est définitivement et désormais ouverte au quartier Kolmintax, dans le 2e arrondissement de Douala, venu réhabiliter dans ses droits le chef de ce quartier, le sous-préfet de l'arrondissement de la 2e, le docteur Didier Bidia, a fait face à 2 sons de cloche, l'un réclamant la réhabilitation de ce dernier, et ce dans la joie, les autres demandant purement et simplement le départ définitif du chef Tchonke, qui devrait être ainsi installé. Georges Mayedna et Patrice Fokou. Deux sons de cloche cet après-midi du mercredi 28 avril 2021 au quartier Kolmitak, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. D'abord, celui de la joie de la réhabilitation à son poste de chef de 3e degré du quartier Kolmitak, Sa Majesté Tchonke. Et de l'autre,
La contestation farouche du retour du chef en question, vomi par ses populations. Et dans ces deux sons de cloche, des populations du quartier Kolmitak, désormais divisées, c'est chaque clan qui apporte des raisons de la réhabilitation du chef et le départ définitif de celui-ci. Aujourd'hui, nous sommes en joie parce que notre chef a repris son pouvoir aujourd'hui. En tant que le chef du 3e degré de Kolmitak, il a été élu par le peuple. Il n'a pas été intérimaire. Il a été élu par le peuple. Alors pour moi, c'est le meilleur chef de quartier. C'est le meilleur en tout. Oui. La paix, soit vive. Et comment se réunir les jeunes. Monsieur Tchounke, c'est un responsable. Ce sont les enfants du quartier qui volent. Ce n'est pas Monsieur Tchounke. Dans tous les quartiers, on vole. Dans tous les quartiers, on vole. Mais depuis que je suis arrivé ici au quartier, il y avait tellement de turbulences que le moment où est arrivé la guerre des nordistes et des Bamileke, que le chef de quartier Tchounke avait créé. Le peuple ne veut pas de quelqu'un. Il nous a terrorisés, il nous a martyrisés, il nous a nuits. Vous mentez. Ce monsieur va où? Plus de 1 million qu'il a pris à ma main, je suis orpheline des pères et des mères. Il donne notre argent. Mais s'il va, il soit président de la République, on veut notre argent. Et c'est dans ces affrontements verbaux entre les deux camps surchauffés que le sous-préfet de Douala II a réussi à rétablir dans ses droits. Et ce, après 10 mois de suspension. Le chef de 3e degré du quartier Kolmitak. Un sentiment, c'est un sentiment de joie. Et un sentiment, vous voyez, je manque même de mots de vous dire, parce que quand je vois le peuple comme ça, qui m'accepte de venir vers eux, donc ça me donne la joie, là, je ne peux même pas m'exprimer. Kolmitak est l'un des quartiers les plus tumultueux de notre arrondissement. C'est un endroit où on retrouve des vendeurs des boissons qu'on appelle vulgairement le bili-bili et beaucoup d'autres trafics de toute nature. Et suite à de nombreux retours que nous avons enregistrés dans ce quartier et des récriminations qui étaient faites à l'encontre du chef de quartier qui percevait de l'argent pour installer ces vendeuses de bili-bili, j'ai proposé une sanction contre ce chef de quartier. Et le préfet du département du Bouri a bien voulu le suspendre pour une durée de 3 mois. Mais après les 3 mois, nous nous sommes rendus compte que l'intérimaire que j'avais désigné à l'empêcheur de M. Mbiambe a fait du bon travail. Parce que le calme est revenu, il n'y avait plus d'agitation ça et là. Et du coup, on ne s'est pas pressé de lever la suspension, qui allait au-delà de 3 mois, et finalement 10 mois après, il était toujours suspendu. On a voulu rétablir l'intéressé dans ses droits en levant donc la mesure suspensive. Et j'ai donc transmis sa demande au préfet qui a validé, a levé la suspension. Et au terme de ce spectacle désolant, l'autorité administrative, le docteur Didier Bidja, a tenu à lever un pan de voile sur cette affaire afin que nul n'en ignore. Aujourd'hui, il fallait dire aux populations que M. Tchounke, le chef qui a été suspendu, ne faisait pas l'objet d'une procédure disciplinaire. Il avait été suspendu. C'est une procédure que nous avons prise conservatoire parce que c'était une situation d'urgence. Le quartier étant en ébullition. Parce que la procédure normale, c'est que même là, on aurait dû saisir le ministre de l'administration territoriale. Le bâton de commandement, ainsi remis aux légitimes propriétaires, c'est donc un nouveau challenge que doit désormais relever Sa Majesté Tchounke pour ramener le calme et la sérénité au quartier Kolmitak à Douala. Une mission certes difficile, mais pas du tout impossible.
En nécrologie, la série noire des décès des personnalités semble se poursuivre. Ce 28 avril 2021, plusieurs d'entre elles ont passé l'arme à gauche, cassé leur pipe. Parmi elles, le révérend Nyakoso Ninku, qui était ancien président général de la PCC, Josué Yumba, directeur général de l'autorité portuaire nationale, mais davantage Joseph Dipita Pokosi Doumbé, président du conseil d'administration des ADC à l'aéroport du Cameroun et ancien délégué de gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Retour sur le parcours et les portraits de ces personnalités dans ce reportage. La mort a encore frappé plusieurs personnalités du Cameroun. Parmi elles, le digne fils du canton Akwa, Joseph Pokosi Dipita Doumbé, décédé dans la nuit du 27 au 28 avril 2021 de sources familiales. Né le 21 août 1932 à Kaduna au Nigeria, Joseph Dipita Pokosi Doumbé aura eu une scolarité plutôt satisfaisante, sanctionnée en 1959 par un diplôme en pharmacie. Promoteur de plusieurs pharmacies, dont la pharmacie du centre au boulevard de la Liberté à Douala, Joseph Pokosi Dipita Doumbé était aussi un acteur politique dès les années 60 avec son entrée au conseil municipal de Douala de 62 à 1977. Élu député à l'Assemblée nationale fédérale en 1970, il y siège jusqu'en 1973. Le 6 novembre 1982, il est nommé premier adjoint au délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Douala. Puis, le 13 avril 1989, il est consacré délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Et ce jusqu'au 27 février 1996. Membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC depuis juillet 1992, Joseph Pokosi Doumbé était aussi membre du Conseil économique et social depuis 1975 et président du conseil d'administration des aéroports du Cameroun, ADC. Marié à Élise Pokosi Doumbé, députée de la nation pour le compte du RDPC, il laisse derrière lui une famille éplorée et 9 enfants. Comme Joseph Dipita Pokosi Doumbé, fils du canton Akwa, une autre personnalité a été fauchée par la mort. Josué Yumba, fils du département de la Sénégal-Maritime dans le littoral et directeur général de l'autorité portuaire nationale, est aussi passé de via trépas, malade depuis quelque temps et interné dans un hôpital de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Josué Yumba a malheureusement succombé de cette maladie ce 28 avril 2021. À ces nouvelles tristes d'une longue série enregistrée depuis quelques jours sur l'ensemble triangle national, s'ajoute le décès de l'ancien modérateur de l'église presbytérienne du Cameroun, de révérend docteur Nyasako Niku, décédé le 27 avril 2021 dans un hôpital de la capitale économique du Cameroun, Douala, après avoir lutté contre la maladie. Annonçant sa mort, le modérateur de l'EPC, le révérend Samuel Fonki, parle d'un autre jour triste pour les chrétiens et les appelle à prier pour le repos de l'âme de son prédécesseur. Le révérend docteur Nyansaku Niku a été modérateur de l'église presbytérienne du Cameroun de 1999 à 2009. Intéressons-nous toujours à ces décès et principalement à celui de Joseph Dipita Pokosi Doumbé, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. À l'annonce de ce décès, sa résidence au quartier Bangna de la 5e a été prise d'assaut par parents, amis et connaissances. Émoi et consternation étaient au rendez-vous. Reportage. C'est dans cette résidence, encore appelée Ndongoland, située à Bangé, dans le 5e arrondissement de Douala, que vivait le patriarche Sawa, Joseph Dipita Pokosi Doumbé, qui est passé de via à trépas dans la nuit du 27 au 28 avril 2021. Loin de nos caméras, amis, parents et connaissances accourent et l'émotion est grande. L'émotion est encore grande pour pouvoir parler de Joseph Pokosi Doumbé, un homme multidimensionnel, un homme qui a marqué son temps, un homme que beaucoup pleureront parce qu'en fait, c'était un des derniers remparts et boucliers de notre communauté.
À 89 ans sonnés, puisque né en 1932, Joseph Dipita Pokosi Doumbé, qui tire ainsi sa révérence, était pharmacien de profession et fervent défenseur de plusieurs valeurs sociales. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a donné au Cameroun un monsieur comme le docteur Pokosi Doumbé, le patriarche, parce que c'était un sage. Il a donné au Cameroun ce qu'il avait à donner. Mais ce que je retiens de l'homme, c'est son souci pour l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les valeurs se perdent. Syndicaliste puis homme politique aussi, Joseph Dipita Pokosi Doumbé était militant et membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le patriarche Pokosi, on peut dire que c'est une exception parce que c'est un monsieur au-delà de la grandeur de sa personnalité et de toutes les fonctions qu'il a occupées dans ce pays. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. C'était un père, un grand-père pour pratiquement toutes les générations. Ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, de 1989 à 1996, le patriarche Sawa, fils du canton Akwa, Joseph Dipita Pokosi Doumbé, a aussi servi en qualité de président du conseil d'administration des aéroports du Cameroun ADC et de membre du conseil économique et social, et ce depuis 1975. Et puis à Garoua, c'est le gouverneur de la région du Nord qui s'est rendu au consulat général du Tchad de sa circonscription administrative. Jean Abaté-Edi était porteur de messages de réconfort, mais aussi de compassion à l'endroit des responsables de cette mission diplomatique, mais aussi de nombreux Tchadiens rencontrés sur place. C'est porteur d'un message de solidarité et de réconfort à l'endroit du peuple tchadien suite au décès du président maréchal Idriss Déby Itno du Tchad que le gouverneur de la région du nord du Cameroun s'est rendu au consulat du Tchad situé à Garoua dans sa zone de compétence. Jean Abaté-Edi prenait ainsi part à la cérémonie d'ouverture du livre des condoléances au consulat général du Tchad à Garoua. Un moment de vive émotion pour continuer à rendre un vibrant hommage au maréchal du Tchad, un grand ami du Cameroun. Un moment difficile, c'est en cela qu'on reconnaît véritablement les amis. Et c'était pour nous une occasion également de réconforter cette communauté et de la rassurer de notre amitié et de notre détermination à veiller à ce que tous ces moments douloureux puissent se passer dans la foi en Dieu et aussi la continuité du service. Drapeau en berne, visage assombré et rempli de douleur depuis la tragique disparition du président réélu de la République du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno. On vient de perdre notre président, donc c'est normal qu'on se sent un peu déséquilibré. Et notre avenir aussi, ça devient un peu un problème. Mais si aujourd'hui il y a la mort du président et tout, il y a des choses qui vont et ça vient, ça risque de même nous bouleverser, nous les étudiants à l'extérieur. Dans cette enceinte diplomatique, l'épreuve reste pénible pour les plus de 10 000 membres de la communauté tchadienne du Nord. Et c'est dans cette atmosphère de deuil que Jean Abaté-Edi a apposé dans le livre de condoléances ces mots de compassion. Je peux vous rassurer que le Cameroun nous a témoigné vraiment sa sympathie. D'où le témoignage du gouverneur qui est venu nous voir aujourd'hui pour nous rassurer de ses amitiés et de sa compassion. Donc cela suppose que nous sommes vraiment des peuples unis. Les Tchadiens et les Camerounais, c'est le même peuple en fait. Un geste de solidarité qui vient une fois encore redorer la vigueur et l'excellente relation bilatérale, particulièrement séculaire, entre le Cameroun et le Tchad.
S'agissant justement du Tchad, la journée de mardi a été particulièrement meurtrière et dangereuse à raison d'un appel à manifestation de la société civile et de l'opposition. Les forces de défense et de sécurité ont également fortement réprimé les manifestants qui étaient interdits de se déployer sur le terrain. Visible de loin dans le ciel de N'Djamena, des colonnes de fumée noire, presque toujours des pneus qui brûlent au milieu de la route. Les manifestants ont ainsi bloqué de nombreux axes routiers de la capitale tchadienne. Plus tôt dans la journée, ils sont descendus dans la rue réclamer le retour à un régime civil, une manifestation à l'appel de l'opposition et de la société civile, violemment réprimée par les forces de l'ordre. Au Tchad, il n'y a pas la démocratie. Quel régime que le président n'est pas là, son enfant va gouverner? Non, on ne veut pas ça. Ça s'arrête, c'est bêtise. Quand tu manifestes, on lance des gaz lacrymogènes sur toi. Et je me pose la question, si c'est les gens qui sont bien éduqués, ils ne devaient jamais faire des choses comme ça. Gaz lacrymogène, mais aussi tirs à balles réelles. Plusieurs manifestants ont été tués à N'Djamena, mais aussi à Moundou, plus au sud. Des dizaines d'autres sont blessés et le bilan s'alourdit au fil des heures. Ces manifestations étaient interdites par le Conseil militaire de transition, désormais au pouvoir. À sa tête, le fils de l'ex-chef d'État Idriss Déby, décédé au front il y a une semaine. Dans un discours à la nation, il a tenté de calmer le jeu. Les hauts dignitaires de nos forces de défense et de sécurité n'ont pas eu d'autre choix que d'emprunter la voie qui s'imposait à tous dans ce contexte exceptionnel d'un chaos généralisé annoncé et d'implosion du pays. À aucun moment, Mahamat Déby n'a évoqué les manifestations. Il a en revanche rassuré ses partenaires internationaux dans la lutte contre le terrorisme dans la région et réaffirmé la tenue au Tchad d'élections libres et transparentes dans 18 mois. Francis Ngannou, le Camerounais champion du monde WTA, est au Cameroun. Il est tenu à présenter son trophée mieux, sa ceinture, aux autorités nationales après le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivan Dubois. Ce mercredi, c'est au tour du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moualé Kombi, d'honorer le sportif de haut niveau du Cameroun. Reportage. Ceinture bien en vue sur son épaule gauche, Francis Ngannou entre en héros dans cette salle de conférence du ministère des Sports et de l'Éducation physique pour célébrer son titre de champion de poids lourd de l'Ultimate Fighting Championship en arts martiaux mixtes MMA. L'hymne national qui résonne dans la salle fait revivre la ferveur patriotique de ce battant qui a su mettre au service de son sport et de ses performances le peu que la vie semblait lui avoir donné. Une force mentale hors norme et une envie de faire fi de l'adversité. Quand on travaille avec le cœur, on finit par obtenir des résultats. Et bien entendu, on peut toujours trouver des excuses. Il y en a des milliers sur le chemin, mais c'est possible. Et une chose que j'ai aussi appris, c'est que l'impossible n'est pas camerounais. Parce que la réalité, c'est que je viens de nulle part pour être champion du monde aujourd'hui. Le champion a profité de cette occasion pour présenter sa ceinture au ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moualé Kombi. Le détenteur de la ceinture la plus prestigieuse en arts martiaux mixtes a reçu des mains du MINSEP la lettre de félicitations du chef de l'État. Le premier sportif camerounais salue ainsi le succès inédit d'un Africain, d'un Camerounais dans cette discipline. L'on se souvient que le 28 mars dernier, le Predator faisait chavirer tout le peuple camerounais alors qu'il remportait ce titre à Las Vegas, aux États-Unis, face à l'Américain Stipe Miocic, inscrivant ainsi son nom
en lettres d'or au panthéon des sportifs ayant accompli cette performance. Au-delà de la performance, justement, ce que l'histoire retiendra sans doute avant tout, c'est que Francis Ngannou n'a pas eu la vie facile et sa victoire aujourd'hui n'en est donc que plus belle et symbolique pour de nombreux jeunes au Cameroun qui rêvent un jour de changer leur vie. Je suis plus galvanisé, j'ai plus d'espoir et je me donne à fond dans ça parce que je sais qu'on peut réussir à travers aussi ça. C'est un enthousiasme, c'est une source d'inspiration, ça nous galvanise de plus de pouvoir toujours s'affûter au travail et continuer à s'entraîner durement pour pouvoir aussi atteindre ces niveaux et venir aussi présenter Ceinture un jour. Le message est fort. Les jeunes ont désormais un modèle à suivre, mais aussi ses parents qui rêvent tous de voir leur progéniture suivre le même chemin pavé de Graal de 4,8 kg. Toujours en sport, avant de refermer cette édition de l'information du soir sur la télévision du monde, 6e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football, la CAF. Coton Sport de Garoua joue son dernier match face à la Renaissance sportive de Berkane. La rencontre compte pour la dernière journée, mais tout de même, elle peut permettre à l'équipe phare du Septentrion de se hisser en tête de cette poule. Le point avec John Pitonka. Objectif première place pour Coton Sport de Garoua qui affronte ce mercredi la formation de la Renaissance sportive de Berkane. Match comptant pour la 6e et de la tête du classement en fonction de la performance de la jeunesse sportive Kabylie qui reçoit la formation du Napsa Star. Pour l'heure, Coton Sport est au 2e rang à égalité de points avec le leader la JS Kabylie qui a 9 points au 4e et 5e rang. Le RS Berkane et le Napsa Star ont respectivement 5 et 4 points. Une performance honorable s'impose donc pour le plénipotentiaire camerounais qui en cas de 2e place au classement définitif pourra tomber sur un gros calibre. Le match RS Berkane Coton Sport est à suivre en simultané avec celui JS Kabylie Napsa Star quand il sera 23h heure de Bali. Goals to nil against defending champ. Madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de l'information du soir sur la télévision du monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie d'un programme qui se poursuit. Bonsoir à toutes et à tous. Inspiré par vous.